Bienvenue à toutes et à tous dans l'antre de l'archiviste bordélique. Aujourd'hui, dans les chroniques Les Échos du passé, une émission de radio de 1985 que j'avais l'honneur d'animer avec mon épouse tous les dimanches de 1983 à 1986 sur une radio libre, et vraiment libre, de Rouen qui s'appelait Radio Éphémère. Notre émission s'appelait Effervescence, tout un programme. Et à l'occasion de diverses manifestations culturelles, nous essayions à notre manière de découvrir des perles et autres bijoux que notre époque recelait, et à travers les ondes hertziennes, les révéler à notre public. Confidentiel certes, mais de qualité. Amis des archives des années 80, bonne écoute. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, commenter, liker, partager. Les retours sont toujours les bienvenus et ça permet à l'algorithme YouTube de faire connaître la chaîne et à nous de nous améliorer. Et tout ça sans aucun engagement. Bonne écoute. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Vous êtes à l'écoute de Radio Éphémère 90.6 pour une nouvelle émission de Effervescence. Effervescence aujourd'hui qui traitera de la guerre 39-45 et surtout de la vie sous l'occupation et sous la guerre des Rouennais, des Normands et de tout ça. Donc restez à l'écoute, fidèle à 90.6. Un numéro de téléphone 76 08 08 pour vos questions pendant l'émission. Et oui, Français, Françaises, nous essaierons de vous comprendre tout au long de cette émission. Nous recevons un invité, c'est monsieur Jean-Louis Gillet qui s'occupe des archives départementales. Alors pourquoi un sujet sur ces journées noires, ces années noires de la France, de l'histoire de France contemporaine, sur une musique comme ça, un peu swing, qui est la musique de l'époque? Eh bien c'est à l'occasion d'une exposition qui se tient à la Tour des Archives et qui traite de la vie quotidienne en Seine-Inférieure de 1939 à 1945. Alors avec nous aujourd'hui, notre invité, monsieur Jean-Louis Gillet, qui s'occupe des archives sonores du département de Seine-Maritime et qui a un bureau situé quelque part entre le 1er et le 27e étage de la tour. Bonjour. Bonjour. Alors, nous avons effectivement fait cette exposition à l'occasion du 40e anniversaire de la fin de la guerre. Plutôt que d'avoir choisi un thème purement militaire à cette période, nous avons préféré de regarder ce qu'a été la vie des gens à l'époque, comment ils se sont débrouillés, parce que cette époque a été, comme nous le verrons tout à l'heure, une période de grande débrouille, notamment pour se nourrir, qui était le point essentiel des gens à l'époque. Alors c'est ça, l'année dernière, on fêtait avec force manifestation le 40e anniversaire du débarquement, 1985, une exposition sur la vie quotidienne en Seine-Inférieure. En Seine-Inférieure, qui est l'ancien nom du département. La Seine-Inférieure. Nos jeunes auditeurs qui l'ignoreraient encore.
au long de cette émission, nous attendons vos questions ou vos témoignages sur le 76 08 08. Alors Jean-Louis, quel était le promoteur de cette exposition ? De cette exposition sont les archives départementales et plus spécialement le service éducatif des archives départementales. Cette exposition est destinée en priorité aux scolaires dans un but d'information et cette exposition a été faite en collaboration avec 2 professeurs et elle a pour but de sensibiliser les jeunes à cette période autre que par les manuels d'histoire traditionnels. Est-ce que le ministère de la Culture n'était pas aussi impliqué dans Oui, bien évidemment, puisque les archives départementales émanent à la fois du ministère de la Culture et du département de la Seine-Maritime. Et depuis quand vous avez travaillé sur ce thème assez vaste ? Alors, les archives sonores travaillent sur cette période depuis 4 ans maintenant, par un collectage de témoignages tous azimuts. Au départ, ce collectage était destiné plus spécialement vers la résistance, parce que les archives départementales sont fort dépourvues de documents concernant ce sujet, et seul le témoignage des gens qui ont vécu cette époque, qui ont milité dans la résistance, seul leur témoignage oral permettra de laisser une trace pour l'avenir. Alors avant d'aborder le contenu des vitrines et panneaux qui sont répertoriés dans un catalogue très bien fait d'ailleurs, tu pourras tout à l'heure nous parler du travail de recherche que cela a représenté, de sélectionner et de réunir autant de pièces et documents. Mais pour parler de la vie quotidienne des gens, il a fallu évidemment aller autre part que dans la tour des archives pour trouver des documents, puisque les gens, ce qui a touché vraiment les gens, c'est les documents qu'ils ont chez eux encore. Les documents que nous avons, nous, en archives, ce sont des documents de l'autre côté de la barrière, ce sont des documents purement à caractère administratif, qui ne reflètent vraiment, qui ne rappellent rien, disons, aux gens qui n'ont pas vu ces documents en main pendant cette époque. Alors pour nous mettre tout de suite dans l'ambiance, on va passer un morceau de Ray Ventura, On ira prendre notre linge, sur la ligne Siegfried, c'est un morceau de 1939. chanter cet air jeune en train en arrivant au camp. Tous les petits poilus joyeux apprirent le refrain et bientôt tout le régiment entonna gaiement. On ira prendre notre linge sur la ligne Siegfried pour laver le linge, voici le moment. On ira prendre notre linge sur la ligne Siegfried, à nous le beau linge blanc. Les vieux mouchoirs et les chemises en papa, en famille on lavera tout ça. On ira prendre notre linge sur la ligne Siegfried, si on la trouve encore là. We're gonna hang out the washing on the Siegfried line. Have you any dirty washing, mother dear? We're gonna hang out the washing on the Siegfried line, 'cause the washing day is here. Whether the weather may be wet or fine, we'll just run along without a care. We're gonna hang out the washing on the Siegfried line, if the Siegfried line's still there.
quel était l'état d'esprit de la France, en particulier en Normandie, en 1939? Bien avant 39, depuis, on peut dire 1934 avec les événements de février 34. Après, c'était le Front populaire en réaction en 36, avec la réoccupation de la zone démilitarisée du Rhin par Hitler. C'est plus la guerre d'Espagne, bien sûr. Il y avait un climat où la guerre entourait la France, on peut dire, et il y avait les gens s'attendaient effectivement plus on essayait d'approcher de 38 et 39, plus les gens s'attendaient à une guerre, sans trop y croire bien sûr. Et cette chanson que vous venez d'entendre reflète un peu le climat des gens. Bon, c'est un peu la fleur au fusil de 1914, quoi. Mais bien évident que quand les événements se sont précipités, tout a changé au niveau des mentalités. Donc, pour faire cette exposition, tu as travaillé avec un historien, Vincent Aubert. J'ai travaillé avec Vincent Aubert, oui, qui est professeur d'histoire au lycée Camille Saint-Saëns à Rouen, et qui a, disons, assuré le plan de l'exposition pour donner un caractère pédagogique au plan de l'exposition pour ne pas aller vraiment au hasard, pour dire n'importe quoi. Alors pour sélectionner tous ces documents, les interviews, etc., est-ce que vous aviez des contacts préétablis ou est-ce qu'il a fallu que vous inventiez une espèce de liste de gens Depuis 4 ans, nous travaillons donc aux archives, je l'ai dit tout à l'heure, sur cette période-là, 39-45, donc nous avons recueilli depuis 4 ans plus de 140 témoignages sur cette période, ce qui nous avait donné un carnet d'adresses bien rempli. Il était très facile de recontacter une grande partie de ces gens qui, chez eux, dans leur grenier ou dans leur papier, ont conservé beaucoup de souvenirs de cette période. Alors c'est un vrai travail de collectionneur. Effectivement, le collectionneur, surtout les gens qui ont les papiers, c'est une chose, les archives, c'est beaucoup, on pense beaucoup aux papiers, mais il y a aussi tous les objets de l'époque qui ont environné le quotidien des gens. C'est ça, donc écrit, documents iconographiques et sonores, plus des objets. Plus des objets, beaucoup d'objets. On a essayé de retrouver comme un grilloir à café, à ersatz plutôt, parce qu'il n'y avait pas de café à l'époque. T'as l'objet insolite, un morceau de savon de l'époque, de la saccharine de l'époque. D'accord. Alors la présentation que vous avez choisie est à la fois thématique et chronologique. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui a présidé à tes choix. Thématique et chronologique, bon, c'est-à-dire qu'il a fallu pour refixer, on part de 19 à 39, donc on part de l'avant-guerre, un département en guerre, la guerre préparée et déclarée, et on aboutit logiquement à la libération, mais au milieu évidemment de chaque partie, il y a 5 parties dans l'exposition, nous avons été amenés à traiter par thème, comme la propagande qui s'intercale dans chacune des parties. La propagande venait de l'Allemagne, venait des Alliés, et un thème comme la propagande se retrouve effectivement dans chaque partie, dans l'ordre chronologique. Je sais qu'on t'a reproché de faire une espèce de mise en avant de certains thèmes plutôt que d'autres. Est-ce qu'il y a eu malgré tout une certaine part d'autocensure là dans cette présentation? Il est certain qu'on a conservé de cette période-là un côté un peu, je dirais, cocorico et imagerie d'Épinal. Il suffit de voir les bandes dessinées qui sont apparues dès la fin de la guerre. Et aujourd'hui, actuellement, enfin 40 ans après, il y a toujours Battler Britain en vente dans les kiosques de journaux. Et c'est ce moyen-là qui a été choisi dès le départ pour véhiculer la guerre auprès de la jeunesse, donner sentiment de la guerre, sentiment bande dessinée d'ailleurs que les Américains ont amené. Et tout cela a gommé ce qui a été vraiment la réalité de la guerre, autre que ces événements militaires, la petite guerre, la petite bataille. C'est pas ça la guerre que les gens ont vécu. Donc cette exposition en fait traite assez peu des problèmes militaires. Ils sont évoqués dans la dernière partie avec ce qui s'est passé principalement sur le plan militaire en Seine-Inférieure. Il y a eu l'arrivée des Allemands et puis en 42 le débarquement avorté des Canadiens à Dieppe et la libération, sans oublier bien sûr omniprésent pendant toute la guerre évidemment, mais que les gens ont subi passivement, ce sont les bombardements. Alors, ce que je vous propose, c'est de parcourir ensemble pendant 1 heure d'émission cette exposition organisée à la Tour des Archives. Alors, on va passer à un petit extrait très significatif. Ne quittez pas l'écoute. Dans quelques instants, vous entendrez le message du maréchal Pétain, chef de l'État. Dans un instant, vous entendrez le message du maréchal de France, chef de l'État. Le maréchal Pétain vous parle. J'ai demandé à nos adversaires de mettre fin aux hostilités. Le gouvernement a désigné hier les plénipotentiaires chargés de recueillir leurs conditions. J'ai pris cette décision
dur au cœur d'un soldat, parce que la situation militaire l'imposait. Nous espérions résister sur la ligne de la Somme et de l'Aisne. Le général Véguin avait regroupé nos forces. Son nom seul présageait la victoire. Je suis et resterai avec vous dans les jours sombres. Soyez à mes côtés. Le combat reste le même. Il s'agit de la France. Alors, comment a été ressenti ce message du maréchal Pétain? Bien, je crois que l'armistice a été ressenti comme un soulagement. Pas oublier que la majorité de la population notamment de Seine-Inférieure était sur les routes de l'Exode et que le 22 juin, la signature de l'armistice avec les Allemands était un soulagement profond parce que les gens en avaient assez de cette guerre et on ne voyait pas, bon, les forces françaises ont reculé, se sont repliées, c'était vraiment la débâcle. Le fait de pendre son linge sur la ligne Siegfried, je crois que ça s'est pas tout à fait fait comme ça. Je ne crois pas, non, il y avait la ligne Maginot qui faisait face à la ligne Siegfried. Bon, il y a eu des combats sérieux, des accrochages sur la ligne Maginot en haut, près de la frontière du Luxembourg. C'était des échauffourées qui ont très peu duré, puisque l'avance allemande s'est faite après par la Belgique. Les Allemands ont contourné la ligne Maginot, et avec les Panzers, n'ont pas fait de quartier pour envahir la France. Alors, parlant de cette période de drôle de guerre, Emmanuel Baird dit la France s'installe de son mieux dans la drôle de guerre, les soldats sur la ligne Maginot et les Parisiens dans leurs habitudes. Bah oui, alors ça c'était. Et les Normands, alors de l'arrière, comment ont-ils vécu cette période? Bah c'était on ne manquait rien, les Allemands n'étaient pas encore là. Bon, le gros problème évidemment c'était les pères de famille qui étaient mobilisés, qui bien souvent, faut le reconnaître, ne sont pas allés à la guerre de gaieté de cœur. Il faut pas oublier que 14-18 était encore récent. Et puis 20 ans après, reprendre une nouvelle guerre contre l'Allemagne, ça n'enchantait pas les gens. Il y a eu très peu de combats, enfin il y a eu des combats au début, puis petit à petit la force allemande étant supérieure, notamment avec l'aviation et les panzers, ça a très peu duré. Mais le sentiment qu'il faut reconnaître, c'est que les gens ne sont pas partis comme en 14 la fleur au fusil. Non, certainement pas. Alors, comment tu as illustré la débâcle et l'exode dans ces vitrines? Alors, la débâcle et l'exode, c'est d'abord, les pétroles, je vois sur je me souviens d'un panneau, les pétroles à couronne qui brûlent, c'est-à-dire avant l'arrivée des Allemands à Rouen, le 10 juin 40, on se dépêche de faire brûler ce qui pourrait être récupéré par les Allemands. C'est la fuite sur les routes, et puis des gens sont allés très loin, jusque dans le sud de la France, dans les Landes, puisqu'on a exposé des cartes de réfugiés de la région des Landes. Et puis, pendant cette drôle de guerre, c'est-à-dire ce qui a précédé l'arrivée des Allemands, c'est toute la propagande. On recherche de l'argent, évidemment, pour l'armement, il est temps. On donne des conseils aux mamans, c'est dans les coparoissiales de janvier 40, des conseils aux mamans pour comment rendre les enfants obéissants quand les papas sont au front. C'est-à-dire que toute l'autorité paternelle est reportée sur l'autorité maternelle, ce qui va pas sans poser de problème, d'après les coparoissiales. L'armistice signe la fin des combats, on va passer à la défense passive. La défense passive était... Alors les exercices de défense passive, la France s'était déjà entraînée, je dis depuis 1934, puisqu'on a retrouvé un plan de la ville 2 où figurent toutes les églises et les zones d'écoute des cloches d'église pour, en cas d'alerte, aller se réfugier dans les caves ou dans les abris. 36, ce sont les premiers exercices officiels de défense passive, c'est-à-dire que on a organisé le couvre-feu un couvre-feu fictif, et un avion de reconnaissance survolait Rouen et repérait à début du couvre-feu la ville et notait les endroits où les lumières restaient apparentes. Alors pourquoi obstruer donc toutes les lumières? C'est pour évidemment bien ne pas donner de point de repère aux bombardements alliés. Les usines avaient peint leurs carreaux en bleu et les gens étaient tenus de mettre leurs volets pour ne laisser rien passer. L'arme va devenir quelque chose de très familier pour les Français de l'époque. Et il y a un objet que j'ai remarqué qui est présent dans tes vitrines, c'est un masque à gaz.
Oui, alors il y a plusieurs modèles de masque à gaz. Il y a le modèle de masque à gaz civil, militaire et modèle de masque à gaz pour enfants. Parce que depuis 14-18, la guerre des gaz dans les tranchées en 14-18 avait vraiment créé une grande phobie. Et les gens pensaient vraiment que les Allemands allaient attaquer la France avec les gaz. Donc, dans ces exercices de défense passive, en plus donc des exercices de couvre-feu, il y avait obligation pour les gens de se promener en permanence avec leur masque à gaz. Et on verra très très vite que vers la fin, vers 38-39, bien souvent, la bouteille de vin rouge a remplacé le masque à gaz dans l'étui. Ah bon? Oui, parce que les gens n'y croyaient pas. C'est un peu comme aujourd'hui, on nous fait de la publicité pour les abris antinucléaires, on nous fait d'autres jours à la télévision, j'ai encore vu l'exercice comment décontaminer une région. On regarde ça un peu comme un feuilleton, mais sans trop y croire. C'est un peu le climat de l'époque. Alors, le climat de l'époque, mais pourtant, dans les chansons, on entend des choses assez douces. Léo Marjane, mon ange qui veillait sur moi. Accordez-moi pour mon bien un peu de pain quotidien, mon ange. Et quand enfin descend le soir, quand arrive l'heure de l'espoir, accordez que sous mon toit le bonheur entre parfois. Oh mon ange qui veillait sur moi, vous qui veillez sur ma vie, épargnez-moi quelques tourments, accordez-moi quelques envies, empêchez-moi d'être méchant, pardonnez-moi quelques offenses, pardonnez-moi quelques péchés, car même si je recommence, je le ferai sans y penser. Mon ange qui veillait sur moi, oh mon ange, ayez pitié de moi. Vous qui êtes mon gardien, accordez-moi pour bien un peu d'amour quotidien, mon ange. Et quand enfin descend le soir, quand arrive l'heure de l'espoir, accordez que sous mon toit l'amour entre quelquefois. Oh mon ange qui veillait sur moi, oh mon ange qui veillait sur moi. Radio éphémère 76 08 08. Alors, à quelle date précise les Allemands entrent à Rouen? Bien, les Allemands arrivent à Rouen le 10 juin 40. Ils traversent la Seine à Elbeuf parce que les ponts de Rouen ont été coupés. Et une partie, donc c'est Rommel qui arrive donc en Seine inférieure. Et une partie de ces Allemands sont obligés précipitamment de remonter
vers Saint-Valery, où une poche anglaise tentait de rejoindre l'Angleterre. Donc c'était le seul, je dirais, à la fin, l'arrivée des Allemands, les seuls combats ont eu lieu évidemment à Saint-Valery, et les bombardements alliés qui ont eu lieu comme c'est à cette époque-là que Neuchâtel a été rasé. Neuchâtel était complètement rasé, en 40 ? En 40, ouais. Oui. Alors, cette période-là, les Français, les Normands en particulier, essayent de s'adapter à l'occupation. Alors, pour l'instant, il en reste quelques-uns. Des Normands ne sont pas partis sur un exode, mais la grande majorité des gens, à ce moment-là, sont au sud de la Loire, pour fuir, évidemment, cette avance allemande. Et ils remonteront très très rapidement vers juillet. La majorité des gens seront remontés. Les Allemands, d'ailleurs, les aidant à remonter, puisque pour un pays, évidemment, pour les Allemands, il n'était pas intéressant du tout d'envahir un pays sans vider de sa population. Alors, rien ne fonctionnait plus, les administrations, les commerces, les industries ne tournaient plus. Les Allemands souhaitaient envahir un pays en vie. Alors, l'administration s'est repliée également. C'était, le 22 mai 40, le préfet Verlhomme lance un appel au sang-froid à la population, mais parallèlement, le 27 mai 40, le bureau des chèques postaux de Rouen fonctionne à Nantes. Donc cet appel à la population pour garder son sang-froid était fait dans le but d'éviter un engorgement des voies de circulation et puis de calmer autant possible la panique. Donc cette panique, elle est endiguée par ces... Enfin, elle est partiellement endiguée au départ, mais très très rapidement, ce sera le sauf-qui-peut général. 2-3 jours avant l'arrivée des Allemands, les gens, n'importe quel moyen pour fuir, et ça va de la brouette pour porter les valises, en passant par la voiture protégée par un matelas sur le toit pour protéger des éclats d'obus de l'aviation. Oui, image désormais classique de l'État. C'est ça. Alors ces Allemands, maintenant, ils sont là, ils s'installent où dans Rouen exactement ? Est-ce qu'ils envahissent le palais de justice, la préfecture ? Est-ce qu'ils partagent les bureaux ? Comment ça se passe ? Alors, tout ce qui est caserne, évidemment, prend le drapeau allemand. Le drapeau allemand va flotter sur l'hôtel de ville. Le maire de Rouen, à l'époque, Poisson, est resté seul pour accueillir les Allemands. Et il est bien évident qu'ils mettent mainmise sur l'administration, et notamment la préfecture, ce qui a fait le titre de la seconde partie de l'exposition, préfecture et commandanture au service de l'occupant. Le préfet reçoit directement ses ordres du feldcommandant en Rouen, Bartenwerfer. Alors, les Allemands donc sont là, ils sont installés dans les locaux administratifs des grandes villes de France. Rouen, capitale de la Seine-Inférieure. La capitale régionale, c'était capitale régionale. Préfecture régionale. Rouen était préfecture régionale. Et il est bien évident que elle se sert de l'administration en place, et les ordres partent de la préfecture vers les 5 sous-préfectures qui existaient alors en Seine-Inférieure, qui étaient Le Havre, Yvetot, Dieppe, Neuchâtel. Le colonel était dans la finance, le commandant était dans l'industrie, le capitaine était dans l'assurance, et le lieutenant était dans l'épicerie. Le juteux était huissier de la Banque de France, le sergent était boulanger-pâtissier, le caporal était dans l'ignorance, et le deuxième classe était rentier. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas. Ils n'en avaient plus l'habitude, mais c'est comme la bicyclette, ça s'oublie pas. Et tous ces gaillards qui pour la plupart ont des cautions, leur certificat d'études. Oui, tous ces braves gens sont partis chiquement pour faire comme jadis ce que leurs pères ont fait pour leurs fils. Le colonel avait de l'albumine, le commandant souffrait du gros côlon, le capitaine avait bien mauvaise mine, et le lieutenant avait des ganglions. Le juteux souffrait de coliques néphrétiques, le sergent avait le pylore atrophié, le caporal un coryza chronique, et le deuxième classe des corps aux pieds. Et tout ça, ça fait
français, d'excellents soldats qui marchent au pas, oubliant dans cette aventure qu'ils étaient douillets, fragiles et délicats. Et tous ces gaillards qui pour la plupart prenaient des cachets, des gouttes et des mixtures, lèvent la bien portant, tout comme à 20 ans. D'où vient ce miracle-là? Mais du pinard et du tabac. Le colonel était de l'action française. Le commandant était un modéré. Le capitaine était pour le diocèse. Et le lieutenant boulotait du curé. Le juteux était un fervent extrémiste. Le sergent, un socialiste convaincu. Le caporal, inscrit sur toutes les listes. Et deuxième classe au PMU. Et deux avaient d'excellents français, d'excellents soldats qui marchent au pas en pensant que la République c'est encore le meilleur régime ici-bas. Et tous ces gaillards qui pour la plupart n'étaient pas du même avis en politique, lèvent-la tous d'accord, quel que soit leur sort. Ils désirent tous désormais qu'on nous foute une bonne fois la paix. Tous unis devant l'ennemi, il semblerait, d'après Maurice Chevalier, tous ces excellents Français, mais c'est plutôt la débandade, c'est plutôt le chacun pour soi pendant cette période, non? Dans une certaine mesure. Il faut reconnaître que... Il y a une certaine peur, peur de la répression. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'au tout début, les Allemands, dans les conventions d'armistice, avec l'énorme dette d'occupation, dette de guerre que les Français devaient payer, en plus de cette somme d'argent, il y avait le pillage systématique de toutes les richesses, notamment agricoles, de la Seine-Inférieure, qui était une région agricole par excellence dans l'avant-guerre. Donc ça va dans la réquisition de l'avoine, la réquisition du blé, enfin toutes les céréales qui partent d'abord au bénéfice des Allemands en place, mais ensuite vers l'Allemagne. Alors quand il y a peur, il y a souvent des réactions... Alors, effectivement, face à ce pillage-là, donc c'est organisé ce qu'on a appelé le marché noir. Et... Oui, parce que la loi du 18 juin, on est déjà en 41, institue la carte nationale, donc... Oui, dès 41 commencent à peu près les premiers signes de répression des Allemands, qui correspondent d'ailleurs 41 aux premiers attentats faits contre les forces d'occupation. Alors, il faut voir, au début, c'était un peu une sorte de fronde, c'est-à-dire que l'allemand n'est pas accepté, alors qu'est-ce qu'on fait? On crève quelques pneus, on incendie des convois de fourrage. Le premier déraillement aura lieu à Barentin en 41, et ces premiers attentats, enfin ces premiers sévices contre l'ennemi font que les Allemands commencent à prendre des lois spéciales et plus sévères en Seine-Inférieure. C'est le début de la répression. Alors il va de soi aussi qu'à l'époque, il y avait aussi les dénonciations et que le moment était propice pour les règlements de compte personnels. Les lettres anonymes n'ont jamais été aussi nombreuses que pendant cette période. Est-ce que tu crois que les Rutabaga ont une influence sur le psychisme des gens en 1941? Certainement, parce que quand on a le ventre vide, ventre creux, bien on manie des idées noires et puis rien ne va plus. Quand l'estomac est vide, ça ne va pas. Donc vous possédez de ces lettres de dénonciation dans les archives? Oui, nous avons. Précieusement. Alors elles sont incommunicables. Bien sûr. Mais elles sont révélatrices et bien souvent c'était le marché noir qui en était le principal sujet. Marché noir et bien sûr par la suite le problème des Juifs et communistes.
Alors nous avons une question au 76 08 08. Allô? Salut. Alors Pas tant une question, oui, bonjour, c'est Guy. oui. Alors bonjour à tous, là, je vous écoute là, depuis un petit moment. Je voulais préciser tout à l'heure que j'ai entendu Léo Marjane, notamment, dans les chansons que vous avez passées. Et puis je voulais apporter une précision en ce qui concernait les chansons de l'époque. Janine disait que les gens chantaient les choses douces. Effectivement, il y a eu beaucoup de... on ne peut pas dire que les chanteurs de l'époque se soient réellement engagés dans le combat, dans la lutte. Ils ont fait un peu comme le Kidam, comme tout le monde en France, quoi. Ils ne sont pas vraiment engagés dans la lutte contre l'occupant. Oui, il y a eu Maurice Chevalier par exemple qui quand même été chanter des chansons en Allemagne dans les camps de prisonniers, des choses comme ça, mais sur Maurice Chevalier il y aurait peut-être d'autres choses à dire. Oui, il a fait vraiment de tout. En plus, Maurice Chevalier dans le lot, il a fait des chansons qui étaient carrément collaborationnistes. Et Ouais. par contre, après, il s'est bien rattrapé puisqu'à la Libération, il a fait une chanson qui s'appelait C'est une fleur de Paris et qui était vraiment faite pour la Libération. Pour la Libération, ouais. C'est la chanson d'opportuniste typique. Absolument, c'est vraiment l'opportuniste complet. Et puis sinon, il y a eu quelqu'un comme Charles Trenet qui lui a pas franchement collaboré. Il a même, c'est à l'époque où il a écrit Douce France, mais c'était une autre façon de lutter, mais on peut pas dire que ce soit une façon très efficace. Ceci dit, il a fait peut-être pas mal de bien aux gens qui pouvaient l'écouter. Je crois qu'il faut le considérer comme ça, les chanteurs de l'époque. Maurice Chevalier notamment a fait une chanson aussi autour de Quand je reverrai mon village, je crois que c'est ça, c'est lui qui a chanté ça. Et ça s'adressait directement aux prisonniers qui étaient à l'époque Voilà, oui. là-bas. Mais Maurice Chevalier, on le repassera tout à l'heure sur un autre thème de l'exposition. Merci Guy de ton appel. Salut. Salut. Pour retrouver ça, ou si vous voulez pas y aller tout seul, pour pas vous perdre. Eh oui, radio éphémère. Et oui, vous êtes toujours sur Radio Éphémère, il est 11h37 et nous continuons avec ce qui se passait dans la région rouennaise sous l'occupation. Nous, on va essayer de se perdre parmi les réseaux de résistance maintenant. Alors, cette résistance à Rouen, donc le premier train déraille à Barentin en 1941, mais c'est un commando qui vient de Paris, je crois. C'est un groupe de FTP, donc communiste, qui est venu de Paris et qui a travaillé, il s'agissait d'un train de marchandises et travaillait avec quelques cheminots de cette ville. Donc, dans ta vitrine, tu as mis... J'ai mis un... T'as mis un petit train miniature de Voilà, ça, l'époque. qu'un collectionneur m'a prêté. Enfin, les wagons sont d'époque. Enfin, ce ne sont pas d'époque. Ce train ne date pas de l'époque. Enfin, donc, bon, si tu veux, c'est ça. Et c'est pour un peu servir, parce que les déraillements, c'était avec surtout résistance fer. Et puis, on a vu des films comme La bataille du rail. C'était vraiment les chemins de fer de l'époque ont vraiment œuvré pour mettre des bâtons dans les roues à l'allemand, notamment en 1944 au moment du débarquement. Ça joue un rôle très très important. Donc le train, c'est un des symboles de la résistance. Il y en a un autre, c'est le poste de radio. Alors le poste radio, le poste émetteur-récepteur, là je n'ai pas pu avoir de poste émetteur. T'as pas pu avoir un Mark III qui était le premier poste qui pesait 30 kilos, donc très difficile à dissimuler, qui était le premier poste que les Anglais envoyaient. Oui. Alors d'ailleurs le problème des postes émetteurs, nous avons interviewé un radio qui travaillait dans le réseau Alliance. Et comme quand il émettait, il avait un vélo, effectivement, avec sa petite valise avec le poste émetteur, mais le plus lourd, c'était les batteries. Oui. Les batteries à porter sur le porte-bagages pour aller en haut d'une colline, pour aller émettre ses messages. Et l'antenne était cachée dans une grosse corde à linge pour ne pas être trop repéré par les Allemands. Mais là, le poste que j'ai exposé dans la vitrine sur la résistance, c'était un poste qui a servi au groupe du lieutenant Aubert, qui est bien connu à Rouen. Un poste à galène. Un poste à galène, oui. Le principe de la galène, je me lance dans des explications techniques. C'est un poste qui a pour particularité de fonctionner sans électricité. Une grande antenne, il fait moins de 3 mètres de long, capte les ondes aériennes et les amplifie au moyen de ce qu'on appelle les selles, c'est un bobinage. Et la galène ne sert à filtrer finalement que les ondes, à dédoubler les ondes porteuses des ondes radio. Mais alors là, moi, je ne me lancerai pas dans des explications trop techniques. Et la galène, c'est un sulfure de plomb, c'est une petite pierre où l'on recherche les points sensibles de cette galène avec une petite aiguille. Et la quantité de courant produite par les ondes est si faible que seule une écoute au casque peut être faite.
Alors, face à ce début de résistance par les ondes, il y a un effort d'information de contre-propagande qui est fait. Donc là, le maréchal et son image est diffusée largement dans les écoles, dans les populations, pour mettre en valeur le nouveau triptyque sur lequel la révolution nationale doit se fonder, travail, famille, patrie. Maréchal, nous voilà. Une flamme sacrée monte du sol natal et la France enivrée te salue maréchal. Tous tes enfants qui t'aiment et vénèrent tes ans à ton appel suprême ont répondu présent. Maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous tes gars, de servir et de suivre tes pas. Maréchal, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance, la patrie renaîtra. Maréchal, maréchal, nous voilà. Tu as lutté sans cesse pour le salut commun. On parle avec tendresse du héros de Verdun en nous donnant ta vie, ton génie et ta foi. La patrie, une seconde fois. Maréchal, nous voilà, devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous tes gars, de servir et de suivre tes pas. Maréchal, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance. La patrie renaîtra. Maréchal, maréchal, nous voilà. Maréchal, nous voilà. Devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous tes gars, de servir et de suivre tes pas. Maréchal, nous voilà. Alors sur une des affiches, on voit la phrase éloquente « Suivons notre chef, taisons-nous ». Comment s'est manifesté tout le culte à la personnalité dédiée au maréchal Pétain ? Eh bien, le maréchal Pétain jouissait au début de la guerre de sa renommée acquise en 14-18. Et c'était vraiment le sauveur de la France avec son armistice du 22 juin. Et les gens portaient, tout au début de la guerre, bon, ce culte de la personnalité s'est émoussé évidemment au fil du temps. Oui, au départ, il y avait une majorité pétainiste au début de la guerre. Et c'était le sauveur de la France. Le héros de Verdun. Et en plus, il venait, en réaction au Front populaire, avec un gouvernement de droite, majorité d'action française, remettre de l'ordre face à ce qui s'était passé précédemment, donc au régime parlementaire. Donc il a les pleins pouvoirs dès le 10 juillet et s'instaure un peu une sorte de dictature. Oui, il est également très vite obligé de rappeler Laval et de lui confier les fonds. Alors oui, c'est ça. Au mois de décembre 40, suite à une collusion de ministres qui étaient contre Laval, Pétain le renvoie. C'est Flandin qui lui succède, puis Darlan. Et Darlan évoluant très rapidement vers une non-collaboration après avoir plutôt collaboré avec les Allemands. Les Allemands exigent de Pétain le retour de Laval en avril 1942. Alors dans une vitrine, j'ai repéré aussi un abécédaire assez extraordinaire où on voit à chaque lettre
correspond soit à un symbole de la République, comme dirait Jean-Pierre Chevènement, ou bien de l'État français. Oui, aussi, alors c'est pareil, par forfanterie, par défi vis-à-vis de l'occupant, certaines personnes s'amusaient à porter une étoile juive tout en n'étant pas juifs. Et dans le journal de l'époque, dans le journal de Rouen, il est apparu un avis comme quoi ceux qui s'amusaient à railler l'occupant en portant une étoile juive non justifiée risquaient autant de peine. Les camps de juifs, on parlait de camps de juifs, on ne parlait pas de camps de déportation, c'était l'extermination évidemment, mais c'était camps de juifs. Et ces gens-là risquaient autant la déportation que les juifs. Les camps de déportés, est-ce que tu as laissé une place Alors, justement, voilà, dans cette exposition, je n'en ai pas parlé du tout. Pourtant, j'avais des documents. J'ai même un déporté de Buchenwald qui m'a amené sa veste d'époque. Je n'en ai pas parlé parce que les gens ignoraient à l'époque. Mais à tel point... T'es sûr que ça fait pas partie du... Voilà, politique autocensure, ça de pas exposer cette veste Non, c'est parce que l'exposition, c'est la vie quotidienne de 39 et 45. On a appris l'existence des camps effectifs au retour des déportés en 45, à la fin de la guerre, mais les gens ignoraient totalement ce qui se passait au niveau extermination, à tel point même que les Anglais, qui connaissaient dès le départ avec l'intelligence service l'existence de ces camps d'extermination, ne l'a pas fait connaître en France par propagande, par crainte d'un regain d'antisémitisme qui était latent dans nos régimes. Pourtant, François Mauriac, dans ses cahiers noirs dès 1940, dénonçait ces déportations massives. Il parlait de cette croix gammée qui était gonflée comme une araignée de sang. Oui, mais elle ne concernait que les prisonniers déportés politiques allemands eux-mêmes. C'était la répression en Allemagne qui a été appliquée par la suite, bon évidemment avec les juifs, les communistes, aux populations envahies, mais la majorité des gens de l'époque ignoraient totalement ces camps de déportation. On parlait de camps de travail, mais à la manière un peu des camps de prisonniers, c'est-à-dire où il n'y avait pas ces fours crématoires, ces chambres à gaz. D'ailleurs, il y a eu 2 millions de prisonniers pendant toute la Deuxième Guerre mondiale et 50 000 d'entre eux ne sont pas revenus d'Allemagne. Beaucoup sont... On a interviewé pas mal de prisonniers. Certains étaient, on peut dire, prisonniers, ils ont 4 ans de captivité, où ça ne s'est pas trop mal passé. Ils avaient un travail en ville, ils s'étaient bien nourris. Bon, certains travaillaient dans les restaurants. Ça allait bien pour eux, d'autres étaient dans des camps beaucoup plus haut climat, dans des régions climatiques beaucoup plus dures, et effectivement au fur et à mesure que la guerre va avancer, les restrictions alimentaires se feront de plus en plus fortes, et beaucoup mourront, non pas de sévices corporels, mais de malnutrition et de maladies. Alors il est facile de passer du prisonnier au travailleur volontaire, entre guillemets. Alors c'est ça, le problème des prisonniers a été, bon, les conventions d'armistice n'ont pas permis un retour des prisonniers comme l'aurait souhaité le maréchal Pétain. Et les Allemands, ayant un besoin de main-d'œuvre croissant, ont gardé ces prisonniers. Bon, ils se sont rendus compte que ça pose un problème au niveau de l'image de marque des Français. Et en 1942, ils proposent, dans leur grande magnanimité, ce qu'on a appelé la relève. C'est-à-dire que pour un volontaire français qui voulait aller travailler en Allemagne, 3 volontaires français qui voulaient travailler en Allemagne, ils renvoyaient un prisonnier. C'est ça, donc il jouait sur la culpabilisation. Voilà, c'est ça, le français. Voilà, la relève français. Si vous êtes patriote, faites revenir vos prisonniers, allez travailler en Allemagne. Mmh. Et cette relève qui, au début, nécessite le volontariat, va se transformer très très rapidement en service de travail obligatoire, c'est-à-dire que des gens partiront au titre de la relève, raflés au cours de rafles, comme il y avait suite à un attentat, ou dans les usines, les Allemands exigeaient des patrons un quota d'ouvriers à envoyer en Allemagne, et de la relève, on va passer très très vite au STO, si bien qu'il est très difficile aujourd'hui de dire si quelqu'un est allé volontairement ou a été raflé, que ce soit au titre de la relève ou du STO, parce que des gens sont sortis. STO pour nos jeunes auditeurs, c'est service de travail obligatoire, c'est ça. Il y avait à Rouen, c'était dans la rue des Requis, il y avait une visite médicale, et puis bien évidemment, la majorité des gens qui y rentraient n'en sortaient pas. Lors des août 42, donc ce service de la relève du STO est organisé. Et ensuite, ça se passe pas si bien que ça, puisque un an plus tard, on oblige les Français de 20 à 23 ans à être astreints à ce service. Service de travail obligatoire. Alors là, ce sera très, très officiel. Et c'est là, 43, que vont se grossir les rangs, si on peut dire, de la résistance, parce que tous ces jeunes qui refusent le STO, sont obligés de se rendre dans l'illégalité et sont obligés de se cacher et de trouver refuge. Radio Paris est allemand. Radio Paris ment. Radio Paris ment. Radio Paris est allemand.
Radio Paris Nord, Radio Paris étalement, c'est une émission de Pierre Dac, là, le Samuel en direct de Londres. La BBC qui envoyait par radio les consignes. Alors certains jours ces consignes étaient portez aujourd'hui, mesdames, les 3 couleurs du drapeau bleu, blanc, rouge. Alors les dames cherchaient un foulard rouge, un corsage blanc, une jupe bleue, ou d'autres portaient une petite croix de Lorraine. Et c'est là qu'ont émergé les bijoux clandestins. C'était la résistance vraiment passive. Entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, à vos armes. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, très vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Les compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Diligence Service, c'est un réseau comme le leur H au Havre, a imprimé son journal à Paris et était divulgué dans la région du Havre. Ces réseaux de résistance avaient pour travail essentiel le renseignement. Et l'intelligence service, les Anglais, ont récupéré tout ce qui ont mis sous leur coupe, même du plus petit réseau, comme le réseau du Vagabond bien-aimé au Havre, qui était composé en 40-41 de jeunes de 16-17 ans, style Boy Scout, qui au jour le jour s'amusaient à crever un pneu de camion allemand, à couper un câble, et d'action en action, ils se sont fait repérer heureusement pas par les Allemands, mais par les Anglais, et ont été pris sous leur coupe et rattachés à d'autres réseaux. C'est une vraie toile d'araignée que les Anglais ont tissée, notamment dans la zone côtière qui était zone interdite, avec la construction du fameux mur de l'Atlantique. Et quant à la presse régionale non censurée? Alors il y avait deux grands journaux à Rouen, il y avait le journal de Rouen et il y avait le Petit Normand. Le Petit Normand a été créé en août-septembre 40 et a fini de paraître à l'arrivée en août 44, à la fin de la guerre. Le directeur du Petit Normand d'ailleurs est parti précipitamment en Amérique du Sud à la fin de la guerre. Bien. Alors pour ce qui concerne les journaux, on va peut-être s'arrêter là. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est d'écouter quelques petits discours au sujet des bombardements. Encore un discours de Pétain. État français, radiodiffusion nationale. Le maréchal Pétain, chef de l'État, vous parle. Français, des bombardements d'une violence et d'une cruauté inouïe ont semé l'épouvante dans notre capitale et sa banlieue ouvrière, à Rouen et dans d'autres régions. Des milliers de morts, de blessés gisent sous les décombres. Cette catastrophe plonge la France entière dans un affreux malheur. C'est au moment où notre pays est complètement désarmé que ses anciens alliés s'acharnent contre lui. Ma pensée ne vous quitte pas. Votre douleur est la mienne.
Je m'attacherai à préserver le seul bien que nos épreuves n'entameront jamais. C'est l'âme de la France qui, dans la plus atroce déchirement, continue, en pleurant tant de ruines et tant de morts, à croire en la Providence et à espérer en l'avenir. Oui, je vois que là, il y a Jean-Louis qui a l'air d'imiter le maréchal Pétain, tu l'as bien connu, non? Non, j'ai pas eu l'honneur de le connaître, j'étais pas encore né, mais je l'imagine bien derrière son micro, il a un peu de mal à se tenir de... C'est un peu sévère. Parce qu'il était... Non, c'est un peu sévère, mais il faut reconnaître que, le maréchal Pétain était déjà plus un homme très jeune. Non. Je crois que je sais pas s'il a enduré le régime Rutabaga. Je sais qu'à Vichy, il a le droit certainement aux carottes vie, ça fait aucun doute. Et à l'eau. Et à l'eau. Mais je ne pense pas qu'il ait plus souffert de restrictions alimentaires. Bon, vu son grand âge, c'était bien normal. C'était une boutade. Il y a, Donc ces bombardements, alors les alliés, nos anciens alliés nous bombardent. Voilà, c'est ça. C'est le thème central de la propagande anglophone. Évidemment, les Allemands auraient souhaité que les Français se mettent à leur côté pour justement vaincre cette Angleterre que Hitler n'a pas réussi à vaincre en 40. Mais cette anglophobie est accentuée évidemment avec les nombreux bombardements alliés, enfin anglo-américains, qui ont eu lieu dans les points stratégiques de la région, notamment évidemment des régions, une ville comme Sotteville, avec la gare de triage, a beaucoup souffert de ces bombardements. Oui. Alors toutes les capitales, les métropoles françaises, disons, sont bombardées. En ce qui concerne Rouen, septembre 42, décembre 42, mars 43. Oui, c'est ça. Tout au long de la guerre, il y a toute la fameuse Semaine Rouge et le bombardement du 19 avril, ouais. Où ce sont les... 44. En 44, c'est ça. Où ce sont les Américains qui sont un peu fautifs, enfin, ils visaient le point stratégique de la gare de triage, mais lâchant leurs bombes à très haute altitude, contrairement aux Anglais qui, eux, attaquaient souvent leurs objectifs, ils sont en piqué, oui, ils attaquaient en piqué. Les Américains lâchant leurs bombes à très haute altitude, il est bien évident qu'il suffisait d'une erreur d'angle au niveau du largage des bombes pour que tout tombe à côté, comme ça s'est produit sur cette ville. Enfin, ils avaient l'obligeance de prévenir par tract aéroporté. Ils envoyaient des tracts en disant nous viserons le mieux possible et fatalement des bombes tomberont à côté. Ils prévenaient quand même. Qu'est-ce qui a été mis en œuvre pour protéger les monuments de la ville? Alors, avant-guerre, pendant cette période de guerre, on avait protégé la cathédrale, notamment avec des sacs de sable à l'extérieur et à l'intérieur pour éviter les éclats de bombes. Mais il n'empêche que la cathédrale a bien failli, la flèche de la cathédrale a bien failli tomber, puisque suite au bombardement de la Semaine Rouge, il y a le clocher de la cathédrale ne tenait plus que sur 3 piliers. On avait déjà calculé l'angle de chute de la flèche qui devait tomber dans la rue Grand-Pont. Dans la rue du Grand-Pont, ouais. Et miraculeusement, ça a tenu. Les équipes chez l'établissement Lanfry ont œuvré à temps pour étayer ce pilier qui tenait plus. Et ça a tenu. Également le clocher de Saint-Maclou. Oui, alors beaucoup de monuments, Rouen en 44 est complètement défiguré. Et aujourd'hui, si on voit certains monuments, notamment comme la Halle aux Toiles, on donnerait l'impression de garder leur cachet d'origine. Ils ont été reconstruits en 44-45. Rouen a le visage de l'après-guerre. Et elles gardent son caractère historique parce que les restaurations ont été faites correctement, mais peu de monuments rouennais ont leur originalité du début. Je sais que pour, par exemple, le palais de justice, les amis des monuments rouennais aiment parler de résurrection plutôt que de restauration. Bah oui, parce que le palais de justice a brûlé complètement pendant cette période, et notamment pour nous les archives, il y a une grosse partie d'archives qui a été détruite. Ce sont tous les registres d'état civil de l'arrondissement de Rouen qui étaient conservés, le double des mairies qui étaient conservées dans le palais de justice, et tous ces registres ont brûlé dans cette période. Alors, ce qui concerne les monuments, donc une protection qui a été relativement efficace. Oui, c'est ça. On a démonté les vitraux des églises, on les a entreposés. Les vitraux qui sont aujourd'hui dans la nouvelle église de la place du Marché sont des vitraux qui ont été sauvés et replacés par la suite. Bien. Alors, c'est pour parler des monuments, donc le palais de justice, ça c'est Rouen. Il y a une intéressante carte des destructions de la région qui est présentée dans l'exposition où on voit par exemple que Le Havre a été détruit à 100%, Neufchâteau 50%. Oui, c'est ça. Ça correspond. Le Havre évidemment a beaucoup souffert parce que c'était un port. Rouen, c'était un nœud stratégique au niveau des circulations. Yvetot aussi a beaucoup souffert. C'était encore un carrefour de voies de communication.
Et puis toute la région, Dieppe, le Tréport et le haut du Pays de Caux. Pourquoi ? Parce que fin 43, début 44, ont commencé les constructions de rampes de V1 qui ont été évidemment l'objet d'espionnage et de bombardements multiples. Oui, nous allons retrouver l'infâme Maurice Chevalier dans les semelles de bois, où je crois qu'il se fout un peu de la gueule des gens qui portaient des sabots à l'époque. Lui, il n'en avait pas, évidemment, des chaussures cirées pour chanter devant les soldats. J'aime le tap-tap des semelles en bois. Ça me rend gai, ça me rend tout, je ne sais quoi. Lorsque j'entends ce rythme si bon, dans mon cœur vient comme une chanson. Tap, 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 disent le matin les petits souliers de sapin. Tap, 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 faut te réveiller, te lever, travailler. En marchant les midinets semble faire des claquettes. Et tout le jour on entend ce bruit si éloquent. Quel charmant vacarme font ces milliers de petits pieds. Les femmes ont du charme, à présent jusqu'au bout des doigts de pied. J'aime le tap-tap des semelles en bois. Ça me rend gai, ça me rend tout, je ne sais quoi. Lorsque j'entends ce rythme si bon, dans mon cœur vient comme une chanson. Tap, 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 c'est le refrain de la rue pleine d'entrain. Tap, 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 la symphonie des beaux jours moins vernis. Ça claque, ça vibre et ça sonne plus gaiement qu'un klaxon. C'est le rythme parigot du sourire en savon. Il chante la vie, il est nerveux, il est rigolo. C'est de l'euphorie que sa musique vous met dans la peau. J'aime le tap-tap des semelles en bois. Ça me rend gai, ça me rend tout, je ne sais quoi. Lorsque j'entends ce rythme si bon, dans mon cœur vient comme une chanson. C'est bon, ah que c'est bon. Voilà, c'est bon de se retrouver sur Radio Éphémère 90.6. Quel enchaînement, mais c'est quel enchaînement. Donc la guerre, toujours la guerre. En compagnie de Jean-Louis Gillet, donc responsable des archives sonores du département de Seine-Maritime. À propos des semelles de bois, je crois que tu voulais lancer un appel au peuple. Un appel au peuple pour retrouver des semelles de bois datant de l'époque, notamment des semelles articulées qui étaient soi-disant plus confortables, et une charnière, et puis la semelle se présentait comme un store de fenêtres en bois. Je n'ai pas réussi à en retrouver au cours de mes nombreuses démarches ces objets. Alors la pénurie, c'est pas de cuir, pas de... Alors on manque vraiment de tout. Alors notamment sur le plan alimentaire, évidemment, c'est le règne des ersatz, des succédanés. Le café, c'est de l'orge maltais que l'on fait griller dans une espèce de boule ou dans une casserole. On passe au moulin à café après. Le sucre, c'est la saccharine. Beaucoup de recettes véhiculées à cette époque, notamment le pâté sans viande à base de pain, de bouillon cube pour donner le goût de la viande, et puis on faisait sécher cela et ça donnait un espèce de pâté. On manquait dans d'autres domaines le savon, pas de savon, donc on allait chez le charcutier chercher du gras que l'on faisait fondre, dans lequel on mettait un peu de parfum, ce qu'on pouvait, quelques herbes, et puis de la soude. Et on laissait sécher ça encore, et ça donnait des savons qu'on débitait après en petits morceaux.
Bref, c'était la pénurie totale et c'était le règne aussi des tickets d'alimentation et tickets de rationnement. Et il fallait avoir une sacrée bardée de tickets pour aller faire ses courses, bien souvent inutilement, puisque avec les longues queues d'attente, on arrivait devant le magasin et il n'y avait plus rien à vendre du tout. Alors, j'ai repéré quelque chose d'assez amusant. Il y avait un journal qui lançait un concours de bobards du type pour la prochaine distribution d'œufs, il va falloir représenter les coquilles vides. Alors, c'est trop bien, vraiment, la difficulté des gens pour trouver la... Notamment ce problème de restriction est surtout sensible en ville et à la campagne. On arrive toujours à se débrouiller et les gens de la campagne ont dans la majeure partie, moins souffert de restrictions alimentaires que dans les villes. Évidemment, les villes, c'était le système D, fallait être bien avec l'épicière, on a vu l'autre jour un film à la télévision, c'était avec... Au Bombeur, bon, c'était un peu caricatural, mais c'est un peu ça, c'était la grande débrouille, et puis, fallait vraiment avoir des relations. Ça, tu consacres donc plusieurs panneaux et toute une vitrine. Oui, parce que c'est ce qui a beaucoup touché. Oui. Ça a touché beaucoup les gens. Ça allait du vol de courroies de cuir dans les usines pour ressemer les chaussures. C'était rationnement l'électricité. Tout était vraiment au coup de nez, au compte-gouttes. Alors, tu présentes également dans cette vitrine les tickets de rationnement. Alors, il y a des tickets de rationnement, puis plein d'objets, oui, qui rappellent les souvenirs de l'époque, notamment les lampes de poche blackout, c'est-à-dire qui laissent passer juste pour la nuit une petite lumière. C'est les lampes à carbure, évidemment. Je cherche dans la vitrine, il y a les almanachs de l'époque où toutes les recettes sont données pour lutter contre ces pénuries. Et puis paradoxalement, alors qu'on manque de tout, il y a des recettes pour maigrir. Alors c'est ça, oui, il y a en contrepoint, au milieu, on trouve recettes pour maigrir, ou alors même la gaine Barbara, publicité pour la gaine Barbara qui vous donnera la silhouette de vos vedettes d'Hollywood. Alors savoir à qui était destinée cette gaine Barbara. Je crois aussi qu'il y avait pas mal de... les gens regardaient quand même un certain sens de l'humour, où il y avait pas mal de bobards. Voilà, c'est ça. Je crois qu'il serait faux aussi, malgré tout ce que les gens ont enduré, de présenter cette période-là de façon triste et un peu grise. Il a fait beau pendant cette période-là et les gens, malgré tout, conservaient envers et contre tout l'envie de vivre, et des balles, malgré l'interdiction par exemple des balles publiques, des balles clandestins se créaient, et notamment sous couvert de cours de danse. C'est-à-dire qu'un professeur organisait des cours de danse, les gens s'inscrivaient à ce cours de danse, les Allemands permettaient cela, et ce cours de danse-là était un bal. C'était la grande débrouille, fallait vraiment... Mais les gens conservaient quand même un certain optimisme. Et ce qu'on entendait donc sur les ondes, c'était le swing, et puis c'était le temps des azous aussi. Le temps des azous. Reproche cependant que je ferai à ton exposition, c'est qu'il n'y ait pas présenté de vitrine vie culturelle de 39 à 45, alors qu'on sait que à Paris, les cinémas étaient combles, les théâtres battaient leur plein, Paul Claudel faisait un succès monstre avec Le Soulier de Satin. On a vu ça dans le dernier métro, par exemple, le film qui montre effectivement le fait que les gens se déplaçaient facilement, se retrouvaient dans les salles de cinéma pour avoir bien chaud.
Alors, tu n'as pas prévu de mettre d'affiche? Non, il est vrai que moi je vois que c'est un peu venu du fait que dans les archives et puis dans ce que les gens m'ont proposé, je n'ai pas eu de la documentation précise sur le sujet. J'aurais certainement pu faire un relevé des programmes de cinéma dans les journaux de l'époque, mais pour ce qui est des séances de cinéma, elles étaient surtout marquées à l'époque, notamment par la contestation lors des actualités présentées avant le film. Je suis d'accord. Ainsi d'adouiller des ados dans mon quartier. Moi, je suis déjà à moitié. Pour un des jours, ça vous prendra. Ouais, je l'ai dit, tout là. Ouais. À la société devant payer sa dette, devant la guillotine, chez elle a dit, bon, il y a déjà longtemps que j'ai perdu la tête. Je suis un sou. Je suis un... Avec une mondaine de la place Pigalle. Mon ami Léon a fait les 400 coups. Ça lui a réussi. Là, on voit bien qu'on n'essayait pas de dramatiser les choses avec ce mouvement Zazou. Repris d'ailleurs par les collaborateurs, notamment dans le Petit Normand, au moment du débarquement de Dieppe en 1942. Ils ont pris comme gros titre l'hymne national des Azous, God Save the Swing. God Save the Swing. Eh bien, on va passer maintenant donc à cette période de libération qui ne s'est pas passée tout à fait dans l'euphorie, puisque c'est aussi la nuit des civils, comme disait le poète Aragon. Eh bien oui, c'était l'été avec l'épuration, enfin ce qui a été appelé épuration, dont l'image que gardent tous les gens de cette époque-là, c'était l'attente des femmes, qu'il n'y a pas eu un village où il n'y a pas une femme tondue en scène inférieure. Arletty avait une réponse pour ça. Elle disait son cul est international. Oui, c'est Arletty qui disait oui, mon cul est international et mon cœur est français. C'est vrai que celles qui ont couché avec les Allemands par la suite ont bien couché avec les Américains et n'ont pas été tendues pour cela. Mais toujours voilà, c'est ça. Affaire au vaincu. Au vainqueur qu'au vaincu, c'est ça. C'était un peu l'anthropologie peut-être. L'influence du rutabaga sur les relations sexuelles pendant cette période. Bon, il faut voir que celles qui ont entre guillemets couché avec les Allemands, qui ont entretenu, alors il y a eu des résistants d'ailleurs qui ont couché avec des Allemands parce qu'elles jouaient le double jeu. Elles étaient la maîtresse d'un officier allemand et service de renseignement, et elles ont eu d'ailleurs parfois des problèmes à la libération au moment de leur jugement parce que les gens ne la connaissaient que sous l'image de la femme couchant avec des Allemands et non pas résistante active. Est-ce qu'il y a eu des débordements très très graves? Non, très peu. Il y a eu très peu de règlements de compte sur le fait. Il y a eu quelques exécutions, mais très peu. Dans l'ensemble, les Normands se sont bien conduits. Oui. Chantons, enfin, la France est de nouveau libre. Oui, c'est ça, et puis on va très très vite resserrer les liens de l'amitié franco-allemande. Alors on retrouve l'union des peuples avec ce montage sur Lili Marlène. C'est dans ce coin-là que le soir on s'attendait, rempli d'espoir, de Lili Marlène. Et dans la nuit bien des serments, tous deux, Lili Marlène. Le temps passe vite lorsque l'on est deux, et raconte qui, voici le couvre-feu. Te souviens-tu de nos regrets?
rêver. Dis-moi, Les Allemands vaincus s'en vont, les Américains arrivent avec leur chewing-gum, la Fitzgerald, chew, chew, chew your bubblegum. Bubblegum, chew, 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 chew your bubblegum, chew, 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 chew your bubblegum. It's a fit, you're having fun, chewing on your bubblegum. Give us some and we shall see just what fills your heart is beat. Boys, you're right, I'm having fun, chewing on my bubblegum. Bubblegum, it makes me sing. Here, chew some, 'twill make you swing. On peut peut-être conclure, Jean-Louis Gillet, cet entretien sur le travail des archives sonores, puisque c'est un département nouveau. Voilà, c'est un département qui a été créé il y a 2-3 ans maintenant, 3 ans, et puis nous sommes à la recherche, toujours sur cette période 39-45 de témoignages pour compléter notre échantillonnage de témoins. S'adresse cet appel à tous les gens qui ont vécu de près ou de loin divers événements, notamment de la résistance nous intéresse beaucoup, mais pas seulement cela, les gens qui sont partis justement en STO, savoir évidemment leur histoire, savoir s'ils sont allés de gré, de force, dans quelles conditions, ce qu'ils ont vécu là-bas, la résistance parfois qui s'est instaurée dans les usines où ils travaillaient, et puis leur retour, comment s'est effectué leur retour, si on les a traités comme des parias, comme il en a été le cas pour les prisonniers qui sont revenus au bout de 4 ans, n'ont pas été très bien accueillis lors de leur libération, parce qu'on les disait ne pas avoir résisté, s'être fait prisonnier, et justement tous ces témoignages-là nous intéressent pour essayer d'avoir une vérité un peu historique sur ces problèmes. À la fois subjective, mais... Voilà, c'est puis les gens qui l'ont vécu, parce que quand on lit l'histoire dans les livres, on n'a pas le côté humain du témoignage et l'histoire vraie des personnes. Ça me semblait de psychosociologue que vous faites également. Peut-être un peu beaucoup le cire, parce que généralement les gens, ce qu'on demande aux gens, c'est de nous raconter leur vie, de leur naissance jusqu'à nous, ce qui nous intéresse, 1945. Est-ce que vous comptez vous intéresser à une période postérieure à la Deuxième Guerre mondiale ? Bien, nos enquêtes débouchent aussi dans d'autres domaines, notamment nous avons fait une enquête sur la pêche à Dieppe depuis les temps les plus reculés, c'est-à-dire que le plus vieux témoignage qu'on ait recueilli est une dame qui était en 1885, donc il y avait 80, quand on l'a interviewé, elle avait 96-97 ans,
Et elle nous a raconté, elle était femme de pêcheur. Elle a des sacrés souvenirs qu'elle nous a raconté comment se passait la pêche au début du siècle, fin du siècle, début du XXe siècle. Donc le domaine d'investigation n'est pas déterminé. On répond souvent, c'était un professeur de Dieppe qui nous avait contacté pour lui venir en aide parce qu'il voulait écrire un livre sur l'histoire de la pêche à Dieppe de 1880 à nos jours. Et on a participé par la collecte d'une vingtaine de témoignages à l'élaboration de son livre. À propos de livre, je crois que tu es en train d'écrire un bouquin qui va marquer dans les annales, c'est le traité de l'influence de Otabaga sur la Deuxième Guerre mondiale. Bah oui, je cherche un éditeur. Alors donc, c'est un appel qu'on lance sur... Voilà. Avec une longue préface sur les topinambours. Oui, et les méfaits des topinambours et Otabaga sur le plan du tube digestif. Trêve de plaisanterie, je crois qu'il est intéressant de dire aussi au public que les archives, l'existence des archives, une bibliothèque voilà, c'est ça. De consultation. Les archives, bon, il y a les archives sonores, c'est une chose, mais la majorité des archives, ce sont les papiers, évidemment. Les archives ont à la fois deux rôles. C'est le rôle de grenier de l'histoire, c'est-à-dire qu'on trouve tous les papiers qui ont fait l'histoire de notre département depuis les temps très reculés, puisque le plus vieux document que nous avons dans la tour des archives date de l'an 863. 863, c'est une charte de Charles Le Chauve. Jusqu'à nos jours, les nombreux dossiers de permis de conduire, carte grise, vignette, enfin tout ce que les gens subissent comme contrainte administrative, passeport. Et là, les archives jouent donc un second rôle, en plus de grenier de l'histoire, c'est outil d'administration. Puisque la DAS, enfin un grand nombre d'administrations conservent leurs archives chez nous. Je pense aussi à l'inspection académique, tous les dossiers des professeurs et enseignants sont chez nous. Et tout ça parce que pour plus de commodité, il est plus facile à nous de stocker sur les 36 km de rayonnage qu'on a les dossiers que chaque service chez eux qui se déborde tout le temps. 36 km de rayonnage, 27 étages, est-ce qu'on va en rajouter à la tour? La tour, on va pas l'agrandir, mais on stocke déjà des documents dans l'ancienne prison d'Yvetot qui a été désaffectée. Les cellules ont été aménagées en rayonnage. Et dans une ancienne usine textile à Darnétal, où les grandes salles de machines ont subi le même réhabillage en rayonnage pour stocker parce qu'on manque de place. On a beau jeter en moyenne par an, on élimine 7 à 8 tonnes de doubles de dossiers et ces papiers-là sont reconvertis en cartonnage et malgré cela, on déparole. Vive le recyclage. En tout cas, je vous invite vivement à vous rendre à cette tour des archives, soit pour consulter des choses si vous voulez reproduire votre arbre généalogique, ou surtout pour voir cette exposition donc sur la vie quotidienne en Seine inférieure, de 1939 à 45. Est-ce que tu peux donner les horaires? Alors, cette exposition est ouverte de 9h à 18h tous les jours sans interruption, sauf le samedi qui elle est ouverte de 9h à midi et de 1h à 5h, et le dimanche elle est fermée. La tour des archives est fermée. Merci Jean-Louis Gillet. Effervescence était préparée aujourd'hui par Gilles Gariani, Bernard Laborde et Frédéric Morel avec la collaboration de Jean-Louis Gillet.